Cette émission est présentée par Humania Assurance. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Débat des finances. Déjà la 4e émission, merci d'être là avec nous. Vous nous suivez sur nos médias sociaux, on vous remercie beaucoup pour vos commentaires et n'hésitez pas à aller suivre notre page Facebook pour revoir les émissions ainsi que sur YouTube, vous pourrez nous retrouver. Aujourd'hui, on va discuter de est-ce qu'on devrait acheter dans le contexte économique d'aujourd'hui ou on devrait rester peut-être en location ou vendre la maison et s'en aller en location. Les marchés est vraiment rendu cher. On a des propriétés en surenchère lors d'achat. On va en discuter aujourd'hui avec Jade. Bonjour Jade. Bonjour Caroline. Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'émission. Et nos deux invités, est-ce qu'il y aura débat? Est-ce que ça se battra sur le studio? On verra ça ensemble. Patrice Thériault, conseiller en sécurité financière. Bonjour Patrice. Bonjour les filles, merci de me recevoir. Et on a Éric Savard qui est courtier immobilier chez Remax. Bonjour Éric. Bonjour Caroline. Jade, on a tendance à dire aujourd'hui, est-ce que c'est encore accessible d'acheter une propriété? Est-ce qu'on a les moyens d'être propriétaire? Hein? Oui, effectivement, on dirait que tout le monde voudrait devenir propriétaire. Parfois, je me demande si c'est une question d'ego ou de culture ici au Québec. Hein? Acheter une maison, c'est-tu vraiment un rêve accessible ou on vit justement dans le rêve? Peut-être que ça serait mieux de rester en location à certains moments, mais ça dépend toujours de la situation. Mais je suis vraiment contente qu'on puisse en discuter avec nos invités aujourd'hui. Oui, puis on va aller tout de suite les rejoindre parce que c'est eux qui vont nous parler un petit peu justement. C'est quoi les frais reliés à l'achat d'une propriété? Patrice, es-tu capable de nous en dire plus? Bien, pour commencer, il y a un frais que tout le monde connaît, la mise de fonds, bien évidemment, qui peut être de 5, 10, 15 ou 20 dépendamment des projets, dépendamment de ce que vous voulez, la mise de fonds peut être, la minimale peut être différente. Mais à ça, on va rajouter d'autres frais également. On va avoir, par exemple, la taxe de bienvenue, tout le monde connaît, le vrai nom étant les droits de mutation. On va avoir, par exemple, le frais de notaire également qui va être ajouté à ça. Puis, dans le cas d'une première propriété, quelque chose à ne pas négliger qui va venir avec ça, l'équipement. Par exemple, on n'a pas de tondeuse, on n'a pas de souffleuse, il n'y a pas de coupe-bordure. On peut avoir d'autres frais associés à l'achat d'une première propriété. Puis ça, c'est sans parler des rénovations et des réparations peut-être nécessaires qui vont venir avec la maison. Et j'aurais le goût de rajouter aussi les frais de déménagement, hein? Parce que maintenant, ça coûte assez cher avoir une équipe spécialisée là, pour déménager. Sans compter l'essence. Exact. Et les amis qui viennent nous aider à déménager. La pizza et la bière. La pizza n'est pas spéciale tout le temps. Elle coûte assez cher, elle aussi. Aussi, Éric, il y a des frais reliés à l'accompagnement d'un courtier immobilier. Veux-tu nous parler un petit peu du service puis des frais reliés à ça? Certainement, Caroline. Donc, première chose à savoir, lorsqu'une propriété est mise en vente sur Centris via le courtier du vendeur, donc l'acheteur qui désire être accompagné de son courtier n'a pas de frais supplémentaires à payer pour l'accompagnement. Donc, c'est un peu un package deal qui est entendu déjà lors de la mise en vente de la propriété. Alors, les acheteurs ne devraient pas se passer de l'accompagnement. Nous, c'est majoritairement du coaching qu'on fait. Donc, on prépare nos clients acheteurs et c'est encore plus important d'être bien préparé quand on entre dans le marché actuel où il y a de la surenchère, il y a des gens qui se battent littéralement pour des propriétés. Donc, il faut déjà, après une première rencontre avec nous, des premiers acheteurs, exemple, qui sont en début de processus, bon, mais qu'est-ce qu'on fait, Éric? Allez voir du côté de Patrice, première des choses. C'est important d'avoir une préqualification bancaire, de savoir quelle est votre capacité d'emprunt, de savoir combien ça va vous coûter, combien vous allez devoir mettre en mise de fonds. Et ensuite, on est armé pour aller magasiner. Et lorsqu'on arrive dans un contexte d'offres multiples où on se bat pour une propriété, peut-être qu'il y a 5, 6, 7, 8 promesses d'achat. Donc, l'acheteur qui a été bien préparé va être beaucoup plus prêt à passer à l'action et son offre va nécessairement être beaucoup plus solide. Pris en considération, oui. Ah oui, moi, je surenchérirais en disant que c'est vraiment important de se prémunir d'un courtier immobilier qui connaît le marché, qui connaît la réalité. Il ne faut pas oublier que c'est un contrat hein, quand on fait une offre d'achat. On ne peut pas prendre ça à la légère. Exact. De bien s'entourer, ça fait vraiment partie d'une clé de la réussite de l'achat d'une maison. Et dans l'accompagnement, ce qui est très important, une partie très importante de notre métier aussi, on est une paire d'yeux supplémentaires pour les acheteurs qui, eux, magasinent leur maison de rêve, donc qui vont peut-être être éblouis ou aveuglés par une belle cuisine, par une belle cour, mais lors de la visite, il faut voir au-delà de tout ça aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir à prévoir comme rénovation dans un avenir rapproché sur la maison. Est-ce que le secteur vaut la peine d'investir? Est-ce que la propriété va demeurer facile à revendre lorsqu'on ne sera plus dans un marché en surchauffe? Il y a plein de points et c'est important justement qu'on passe au-delà du coup de cœur et ensuite
on a une rencontre ensemble. Lorsque des clients acheteurs ont trouvé leur maison, bien nous, on se rencontre, on fait le point là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez? Bon, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait ça? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que, ça cadre vraiment dans vos besoins? Est-ce que c'est suffisamment grand? Est-ce que c'est trop grand pour vous? Est-ce que c'est trop loin de votre travail? On va en parler un petit peu plus tard, justement, de est-ce que c'est trop loin de votre travail? Parce que maintenant, avec la réalité du télétravail, il y a des gens qui peuvent bouger. Mais juste avant, je vais revenir sur un point, Éric. Tu nommais le fait que le courtier va avoir une part Dieu supplémentaire, mais vous avez des connaissances aussi. Comme toi, ça fait 17 ans que tu es sur le marché. Tu en as vu des propriétés, là. Tu sais lesquelles vont avoir besoin, justement, de rénovation, lesquelles c'est un bon gage ou pas. Parce que sur du court terme, long terme, c'est quoi le risque d'acheter une propriété, surtout dans le marché d'aujourd'hui? Exactement. Et il faut que l'acheteur soit bien préparé à qu'est-ce qu'il va y avoir à faire dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Il y a beaucoup de points qui sont seulement de l'entretien normal. Mais l'entretien normal, il faut la faire aussi. Quand on achète une maison qui a, exemple, qui est relativement récente, peut-être une quinzaine d'années, mais même si la maison, présentement, elle est récente, dans 5 ans, il va falloir commencer à penser à mettre des sous de côté pour refaire la toiture et justement, la maison, il faut l'entretenir à chaque année aussi. Une couche de peinture sur le balcon, ça fait bien. Je serais curieuse de voir justement, Patrice, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois dans ton bureau, les gens qui veulent acheter une maison? Est-ce que tu les prépares avec ça, à mettre de l'argent de côté pour les rénovations futures? Évidemment, oui, parce que sinon, ce qu'on voit, puis on l'observe déjà en ce moment, on réhypothèque sans arrêt. À tous les 5 ans, c'est le temps de renouveler mon hypothèque. Je vais prendre un petit peu plus. Il y a de l'équité qui s'écrit sur ma maison. Je vais remprunter, je vais remprunter, je vais remprunter. Et là, ce qu'on voit dans les projections de retraite, ça devient un problème. Parce qu'on a 65 ans, 70 ans, on doit encore 300 000 à l'institution financière. On va pas la payer, cette maison-là. C'est quoi le plan maintenant? Donc, un des problèmes de ne pas faire de budget, c'est directement un impact sur la retraite qui est majeur, de ne pas prévoir ces rénovations-là, justement. T'es-tu en train de dire qu'il y a peut-être des clients qui seraient mieux peut-être de rester en location, de mettre de l'argent de côté au lieu d'investir dans une propriété qui vient nous chercher tout le temps de l'argent supplémentaire pour des rénovations? Une maison, c'est une responsabilité. Si tu n'es pas responsable, bien, ça serait peut-être le temps de trouver une autre alternative à ta situation. C'est peut-être la meilleure façon de faire. C'est ce que j'essaie de dire poliment. Faut pas oublier, c'est ça exactement, tout ce qu'il y a à faire. Hein? Faut entretenir le gazon. Moi, j'adore l'immobilier, mais à un moment donné, on passe souvent notre temps, nos étés, nos printemps, nos automnes à entretenir la maison. Fait que c'est pas un aspect à négliger vraiment. Exactement. Et cet aspect-là est très, très important. C'est engageant, mais il faut vraiment entretenir la maison. C'est ce qui va préserver la valeur de ton bien. C'est ce qui va faire que ta propriété va prendre la valeur à travers des années parce que quelqu'un qui achète une maison, qui s'en occupe à peu près pas, qui pense qu'il est encore en appartement, si on veut, va arriver pour revendre la maison dans 5 ans, dans 7 ans. Si tout est usé dans la propriété, tu n'auras peut-être pas la même valeur que ton voisin qui a vendu ou tu n'auras certainement pas la pleine valeur. Donc, c'est vraiment important de prévoir et dans son budget et dans son horaire ce temps-là parce que souvent, on est tous pareils. Il peut y avoir des années où c'est plus difficile financièrement, où on n'aura pas un 10 000 à réinvestir sur la propriété, mais ton temps, c'est vraiment important. Il y a plein d'actes qui peuvent être posés, qui ne coûtent rien, qui prennent un week-end. Ouais. Ne serait-ce que de tondre le gazon à toutes les semaines, entretenir la haie de cèdre. Ce qui m'apporte à une autre question, en fait, que je me questionne, puis les clients aussi se questionnent, c'est-tu vraiment un bon investissement, un investissement sécuritaire de s'acheter une maison? Parce que, tu sais, tout le monde a dit, ouais, elle va prendre la valeur ta maison de toute façon. Mais, tu sais, comme tu parles, Éric, depuis tantôt, tu sais, si tu ne l'entretiens pas, si tu la prends pour acquis, si tu... Si on se fait aux statistiques du marché, sur les 10-20 dernières années, oui, la maison prend de la valeur. Par contre, il faut que tu t'en occupes aussi de ton bien. Puis pour faire un peu une relance là-dessus également, au niveau de la bourse, c'est le même principe. Est-ce que je vais faire de l'argent en investissant en bourse? Bien, ça dépend. Est-ce que tu penses faire 1 million du jour au lendemain? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu te donnes une marge de manœuvre. Donc, quelqu'un qui achète aujourd'hui dans l'espoir de faire un profit demain, il a vu ses amis faire 50 000, 100 000 de profit en surenchère, puis il se dit, bien, je suis qui pour pas faire ça, moi? Fait que je vais acheter tout de suite, précipité, pas nécessairement préparé, pas de préqualification comme on a parlé, ni rien. Pas de courtier, pas d'équipe, à rien. Je dis, moi, je suis capable de faire ça tout seul. Je suis grand, je vais faire de l'argent avec ça. Bien là, si on veut faire du rendement à court terme, avec tous les frais qui viennent d'une part et d'autres choses qu'on va parler prochainement, ce qu'on paye réellement en capital sur une maison, qu'on paye une hypothèque, à court terme, c'est extrêmement dangereux. À long terme, en revanche, si on se permet d'acheter ce bien-là, et le but n'est pas seulement de faire de l'actif, mais bien d'avoir une maison pour une qualité de vie de plus. Qualité de vie voulant dire, j'ai pas été chercher le maximum de ce que j'ai de mon budget, je suis encore capable d'aller au restaurant,
payer les rénovations, payer les surprises, avoir cette Il peut y liquidité-là. avoir de voisins au-dessus de la tête, ni sur le côté. Puis, il y a ça aussi à prendre en considération. C'est une qualité de vie qui est supérieure là, quand on est en maison. Mais on est quand même chez soi, là, tu sais. Même le condo, c'est un problème. Souvent qu'on n'en parle pas souvent des condos. J'ai pas assez d'argent dans mon frais de copropriété. Dans tout l'argent, l'enveloppe qu'il y a. J'ai vu des clients, du jour au lendemain, qui payent 15 000 mais je peux pas emprunter. J'ai emprunté le maximum mon ratio d'endettement pour avoir cette propriété-là. C'est quoi mes alternatives? Je la trouve où, l'argent? Je vais mettre ça sur une carte de crédit, 15 000 J'ai plus la qualité de vie que je voulais. J'ai acheté pourquoi, au final? Donc, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Donc, ça peut être un excellent investissement. On parle déjà ces 2 dernières années, 25 d'augmentation de valeur des maisons dans la moyenne dans la province de Québec. C'est énorme. On parle autant des régions que les villes principales. C'est super intéressant. Ce que je comprends, là, c'est que ça peut être un bon coup comme un moins bon, tout dépendamment de plusieurs facteurs. On va continuer d'en discuter tout de suite après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour de la pause et on a jasé pendant qu'on était en arrêt et Éric aurait quelque chose à dire. Il voudrait renchérir sur les frais de condo parce qu'il y a des petits points qu'on n'a pas dit, là. Oui, juste te relancer sur le sujet par rapport aux cotisations spéciales dans le futur et tout. Encore une fois, l'importance pour un acheteur d'être accompagné de son courtier. Parce que lorsqu'on fait une promesse d'achat sur un condo, on a toujours la condition de vérification de documents de copropriété, c'est-à-dire de vérifier les états financiers, majoritairement des 3 à 5 dernières années, les procès verbaux. Est-ce que le cahier d'entretien a été fait? Est-ce que la copropriété est saine? Est-ce qu'on a une saine gestion dans tout ça? Lorsqu'un acheteur qui est seul, face à tout ça, reçoit par courriel une montagne de documents avec des colonnes de chiffres, si l'acheteur n'est pas très habitué avec tout ça, il va peut-être laisser passer des choses qui sont majoritairement, qui sont très, très importantes et qui vont avoir un impact financier majeur dans les prochaines années. Donc, nous, en tant que courtier, pendant que l'acheteur est en processus d'inspection, de financement, bien, on fait déjà on regarde tous ces documents-là, on analyse, et s'il y a des flags à lever, alors on va le mentionner à l'acheteur. Écoute, il me semble que pour une copropriété de cet âge-là, de cette ampleur-là, il semble que le fonds de prévoyance soit pas nécessairement suffisamment. Donc, il faudrait peut-être poser des questions, il faudrait peut-être envisager de demander une baisse de prix, de demander au vendeur qu'il fasse une cotisation avant de quitter, avant qu'on prenne possession. Donc, les mises en garde, les balises sont très, très importantes là-dedans pour éviter la catastrophe financière, pour éviter que l'acheteur doive prendre sur sa marge de crédit personnel une cotisation spéciale à venir, sur sa carte de crédit. C'est super intéressant, Éric. Mais Patrice aussi, tu avais quelque chose à nous dire, hein? Oui, parce que là, on vient de parler de chiffres. Là. On parle justement de combien ça coûte, toutes ces affaires-là. Là, j'aime bien ça. Je vous ai sorti des chiffres. On va parler de ça ensemble. Puis je vais vous donner des petits exemples. On va regarder ça. Maison 400 000, je pense pas que j'exagère. C'est pas mal ce qu'on a sur le marché, des fois, à des places. Là. On est rendu là. C'est bon. Donc, on prend une maison, 400 000, 5 de mise de fonds. On met ça sur 25 ans. Pendant la COVID, on a vécu des baisses d'auto. Je n'apprends rien à personne. Le plus beau, moi, que j'avais vu vraiment des clients, 1,6. Combien que tu penses que ça coûte, Éric, une maison de 400 000, 5 de mise de fonds, 25 ans, 1,6 de taux d'intérêt? Coût total, capital, intérêt? Les deux combinés, paiement mensuel. Aux alentours de 2 000. On est à 1 600 par mois que ça coûterait réellement si on prend juste ça. On exclut les taxes, on exclut le reste. Sur le 1 600 par mois que ça coûte, combien tu penses qu'il va sur le capital? Aux alentours de 800 $. Un petit peu plus que ça, 1 000 Ça veut dire que tu as 500 qui tombent dans le beurre parce que c'est de l'intérêt, puis le reste, tu as 1 000 qui s'accumule. Fait que tantôt qu'on parlait, les filles, je suis mieux de rester en appart ou acheter une maison, bien là, c'est intéressant parce que j'ai un bien qui prend de la valeur, puis en plus, je rembourse la dette. Super le fun. Ça, c'est à 1,6. C'est pas la réalité d'aujourd'hui, Patrice. Les taux sont à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est autour de 4 Ouais. C'est ce qu'on voit en ce moment. Justement, je prends la même maison. Il y en a qui l'ont vécu, les hausses de taux quand elles ont ouvert. Là. À 4 on parle de 2 086 par mois que ça Donc, coûte. les gens ont passé de 1 600 à 2 086 tout d'un coup là, avec les hausses de taux. Oui, fait que c'est pour ça qu'il y en a qui n'étaient pas trop de bonne humeur pendant les hausses de taux. Caro, tu penses que combien qui allait réellement sur le capital quand ça te coûte 2 000 par mois? Bien, à 4 de taux d'intérêt, je dirais sur 2 000, peut-être un 1 200 qui irait sur les intérêts. Ce qui allait réellement sur le capital, 768 OK, j'étais pas loin.
C'est ça. Fait qu'il y avait 1300 $ qui allaient juste en intérêt. C'est le prix d'un loyer, ça, là. Exactement. Ouais. Après ça, on va se donner un autre scénario, Jade. Les taux, ils ont monté, le plus haut que j'ai vu à date pour des clients, là, 6,5 % dans le taux variable. Oh, mon Dieu. On vient de passer 1600 $ à 2668 de paiement mensuel. Trouve-les le 1000 de plus. Ils ont de la misère à mettre ça en épargne, les gens. Là, tu dois le 12 000 payer. piastres par année, là. C'est énorme. Combien allait réellement en paiement de capital sur ton hypothèque à ce taux-là? 2668 $. 2668. Ben là, je peux pas croire, là, ça doit être au moins 2000 qu'elle a en intérêt, non? Je sais pas. 2140 en intérêt, mon 527 en capital. Donc, est-ce qu'une maison, c'est toujours ce qu'il y a de plus rentable à faire? Ça dépend. On parlait à court terme tantôt. Si on achète en surenchère, je paye tous les frais. Je pense la vente du jour au lendemain où il y a une séparation, où il arrive des bad luck, comme il arrive à tout moment, il peut y avoir n'importe quelle surprise qu'il y a. J'ai rien payé sur le capital ou presque. Puis j'ai 2000 $ qui sortaient par mois juste en intérêt. Ça coûtait cher, finalement. Oui, puis ça, s'il y a une séparation, on était deux à payer ça, imagine, hein? C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de reventes de maisons dans les dernières années. Justement, là, je pense qu'il y a eu ce phénomène-là qui a aidé un petit peu le marché, là. Pendant la COVID, après le premier confinement, on a senti que les gens avaient un besoin d'espace. Disons-le ainsi. Bien entendu, oui. Certaines familles se sont agrandies aussi pendant ce moment. Donc, oui, il y a des gens qui ont acheté les propriétés peut-être un peu trop rapidement, un peu trop... ils étaient peut-être un peu trop serrés financièrement. Parce que les taux étaient bas, se sont Exact. précipités. Et ce qu'on a vu aussi, ce qui est pas nécessairement la chose à faire, c'est de profiter de la plus-value que ta maison a pris pendant cette période-là pour la vendre et t'en acheter une autre qui est plus récente, plus grande, etc. L'envers de la médaille dont on entend moins parler, c'est que tu as vendu ta maison à un excellent prix, mais tu vas racheter la prochaine à un excellent prix aussi pour le vendeur. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en ligne de compte. Il faut vraiment suivre ses besoins. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 2 chambres de plus? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un plus grand terrain? Est-ce que tu as vraiment besoin de la piscine creusée? Éric, parle-nous justement du marché d'aujourd'hui, parce que toi et moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on est dans le marché hypothécaire ou dans le courtage. Et c'est la première fois qu'on voit ça, ce qui se passe en ce moment, de la surenchère, plusieurs offres d'achat multiples. Comment tu vis ça? Comment ça se passe pour toi? Pour les acheteurs, c'est quand même un cauchemar. Donc, il faut que l'acheteur soit bien coaché, bien préparé, dépendamment toujours du secteur où on veut aller. Puis, moi, j'amène souvent mes clients à se poser la question, est-ce que tu as vraiment besoin d'être là, dans ce secteur-là? Si tu travailles, tu es en télétravail, est-ce que tu as besoin de vivre au centre-ville où tu vas payer plus cher le pied carré pour ton petit condo, où tu pourrais te permettre d'avoir une maison plus éloignée, en campagne à la limite, avec un terrain qui va te coûter probablement moins cher que ton condo. Ici, à l'inverse, on a des gens qui travaillent 5 jours sur 7 au bureau, du lundi au vendredi. Je pense que côté temps, c'est préférable d'habiter près de ton travail. Détrompe-moi, Éric, est-ce que les taxes municipales sont moins chères en région qu'en ville? Bien, qu'à Québec, exemple? Là? C'est quelque chose qu'on prend d'office pour acquis, mais non. Les taux de taxation sont différents dans chaque municipalité, dans chaque ville. Si tu vas dans les plus petits secteurs où il n'y a pas beaucoup d'habitants et le territoire de la ville est très vaste, il y a moins de payeurs de taxes pour entretenir tout ça. Donc, le taux de taxation va être plus élevé. Tu vas payer plus cher tes services d'aqueduc, tes services d'égout, ton service de vidange, de recyclage et tout, parce qu'il y a moins de payeurs. Bien, moi, je pensais aussi souvent que les gens ne prenaient pas pour acquis aussi les hausses là, de taxes. Les maisons ont pris de la valeur, les taxes aussi. Là. Ça vient avec dans une proportion qui est quand même pas si catastrophique que ce qu'on peut penser, parce que le taux, ce que tu paies en taxes pour les services municipaux, donc aqueduc, encore une fois, égout et tout, c'est un taux fixe qui ne va pas nécessairement changer avec la valeur de ta propriété. La partie qui va augmenter quand ta propriété augmente de valeur au rôle d'évaluation triennale, c'est la valeur imposable, donc ce que ton bâtiment et ton terrain valent. Lorsqu'il y a des hausses qui sont très marquées, comme ici dans la Ville de Québec en 2025, on a eu une hausse généralisée autour de 25 %. Donc, au niveau de la taxation? Oui, au niveau de la valeur foncière. OK. Par contre, dans plusieurs cas, la Ville a pris des mesures d'atténuation. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont diminué le facteur comparatif ou diminué le taux de taxation pour que ça fasse un peu de sens aussi, pour ne pas... L'idée, c'est de ne pas prendre les gens à la gorge. Comme un peu les locataires, tu sais, maintenant, il y a une loi qui dit de ne pas augmenter trop... Peut-être que je me trompe, là. Oui, c'est pour suivre une certaine indexation. Donc, oui. il dit justement, bien,
veut pas, le propriétaire du bloc appartement, bien, lui, si son taux augmente, ses paiements hypothécaires augmentent. Donc, il peut augmenter justement ses locataires d'un certain maximum, sauf s'il y a des rénovations. Là, on tombe dans les rénovictions dans tous les autres problèmes. Bien, c'est ça. Fait que dans le fond, que tu sois en appart ou que tu sois en maison, tu as quand même ton lot de problèmes, ton lot d'avantages. En appart, tu n'es pas responsable de toutes les brises qui viennent avec, mais tu n'es pas responsable du coût, tu peux pas le niveler. C'est tout le temps une surprise à chaque année. C'est plus facile de se budgéter, finalement, au niveau de, tu sais, quand on est locataire, tu sais, les hausses, comme on a vu avec les taux hypothécaires, les hausses de taxes, tu sais, c'est... Pas d'imprévu. Ouais. Je dirais, Patrice... Il y a un certain plafond quand tu es en appartement, c'est-à-dire que ton propriétaire est régi par le tribunal administratif du logement qui impose un maximum recommandé. Donc, c'est moins variable que si tu as un prêt à taux variable. Tu sais, par contre, l'idée de base aussi, c'est que tu te dis, tu achètes une propriété, tu as un prêt hypothécaire, mais ta partie intérêt, tu la donnes à quelqu'un de toute façon. Ouais. Au même titre que quand tu es locataire, bien, ton loyer, tu le donnes à quelqu'un aussi. Après, c'est le capital que tu mets mensuellement dans ton hypothèque qui va rester à toi, plus la valeur que la maison aura prise sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Mais moi, je suis curieuse. Patrice, là, dans ta pratique, là, les clients qui sont les plus aisés, fortunés, est-ce qu'ils sont propriétaires ou est-ce qu'ils sont locataires? Parce que j'ai de la misère à croire que des locataires vont être capables de mettre des centaines de dollars par mois de côté pour s'enrichir dans les marchés, puis que 20 ans plus tard, ils sont aussi riches que quelqu'un qui a une propriété. Qu'est-ce que t'en dis? Effectivement, les clients les plus aisés, c'est pas un problème pour eux préparer la mise de fonds puis tout ce qui va venir avec. C'est ça la réalité qu'on a malheureusement. Si on prend une monsieur, madame, tout le monde, là, faire plus généraliste si on veut, là, justement, est-ce que je peux accumuler autant d'argent en le mettant à la bourse qu'en le mettant dans une maison? Bien, une maison, comme on l'a dit tantôt, c'est très risqué à court terme avec tous les frais qui viennent avec. De l'autre bord, j'ai une maison également, mettons, elle a 400 000, mais ces 400 000 prennent de la valeur. L'autre bord, si je mets 1 000 par mois de côté, c'est pas nécessairement la même valeur que je peux prendre dans le temps. Pour ma part, j'ai l'impression que d'être propriétaire sur du long terme, ça devient avantageux. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la maison, comme du prêt levier. On peut aller récupérer de l'équité, faire plusieurs autres projets. Donc, dans notre pratique, Jade, je pense que la majorité des gens qui ont acheté dans les années passées sont un petit peu plus aisés aujourd'hui, malgré toutes les rénovations, ce qu'on a parlé. On s'en va à la pause et tout de suite après, on va revenir déjà avec la conclusion. Restez des nôtres. Nous sommes de retour de la pause et j'ai envie d'aller voir tout de suite les invités à savoir, est-ce qu'on devrait en acheter une propriété tout de suite ou on devrait attendre? C'est quoi le meilleur scénario possible? Patrice, qu'est-ce que tu dirais, toi? Bien, tant qu'il y a plus de demandes pour de l'immobilier qu'il y a d'offres sur le marché, les prix vont continuer d'augmenter. Mais comme on s'est dit au cours de l'épisode, justement, bien, à court terme, c'est incertain. Donc, si tu achètes dans le but de vivre dedans sur une longue période de temps, avec un plan, avec une équipe, puis tout est prémédité, il n'y en a pas tant de surprises que ça. Puis là, je trouve que c'est intéressant le plus tôt possible. Super. Éric, toi, de ton côté? Exactement. Écoute, il faut acheter quand on est prêt. Quand on est rendu là, quand on a besoin de plus grand, quand on est rendu à s'acheter une maison, il faut être bien préparé. Il faut choisir la maison dans laquelle on va être bien pour du long terme parce que, évidemment, si on achète dans un contexte de marché haussier, de surenchère, au printemps, dans le pire moment de l'année, où tout le monde est en surenchère, c'est sûr que si tu veux la revendre dans la même année ou à l'automne, il va nécessairement y avoir une perte financière ou un profit qui va être absolument minime. Mais si on la regarde dans un horizon de 5 ans, historiquement, au Québec, le marché immobilier n'a pas descendu. Merci, Éric, de ton point de vue. Jean, toi qui es une passionnée d'immobilier, j'ai tendance à dire que tu es vraiment pour acheter une maison tout de suite. Oui, mais pas à n'importe quel prix. On en parle depuis tantôt, mais moi, Caroline, dans mon bureau, j'ai déjà souhaité profondément que des gens ne passent pas au financement ou que leur offre d'achat ne fonctionne pas. Parce que quand je vois des gens qui sont à loyer, qui ont de la misère à mettre de l'argent de côté, qui ont de la misère à arriver, que leur style de vie est trop élevé, je me dis comment... Est-ce qu'ils s'en vont dans une prison dorée, dans le fond, tu sais? Fait que je pense vraiment qu'il faut bien s'entourer, bien planifier,
Puis après ça, ben la clé de la réussite est vraiment là. Donc, je vous invite à aller consulter, première des choses, votre conseiller financier pour faire une analyse de votre capacité d'emprunt, d'aller voir aussi votre agent d'immeuble pour s'assurer que vous trouviez le bon produit pour vous et qui va prendre la valeur dans un bon secteur. Je vous invite à aller liker notre page Facebook là-dessus. Vous pourrez réécouter notre émission sur celle-ci. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Prochaine émission, on parle de retraite. Quand, comment la prendre? Est-ce que c'est encore possible de nos jours de penser à prendre sa retraite? On vous revient la semaine prochaine. On se dit à bientôt. Cette émission vous a été présentée par Humania Assurance.